Salut, moi c'est Julie Berthiaume. Salut, moi c'est Cédric Chavannes. Bienvenue Bienvenue à à Pas Pas sorti sorti du du bois. bois. Mesdames, messieurs, votre gagnant du 110 Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km. C'est la Minute NAC, puis aujourd'hui, plutôt que de vous parler des produits directement, j'ai le goût de vous parler des valeurs de NAC, puis du côté surtout qui est éco-responsable, parce que quand vous choisissez NAC, vous choisissez pas seulement votre prochain allié pour vos longues courses, vos longs entraînements, vous choisissez aussi une marque qui a les valeurs à bonne place et où les bottines suivent les babines. Première chose, nutrition éco-responsable. C'est fait avec des protéines durables, des ingrédients naturels, c'est des barres qui ont une faible empreinte carbone, puis tout ça sans compromis sur la performance. Quand on parle de la protéine de grillon, c'est la source de protéines complète la plus éco-responsable qui existe. Puis quand on parle des produits à base de plantes, l'empreinte carbone est beaucoup plus basse parce que c'est des protéines de soya, de pois. On a quelque chose qui est complètement ailleurs versus des protéines animales. Autre chose, c'est des produits qui sont fabriqués localement au Canada. Puis ça, c'est important, empreinte carbone qui diminue, notamment parce que les produits sont faits ici et non ailleurs. Moyen de transport, vous comprenez la game. Donc ça, c'est des raisons qui, selon moi, s'ajoutent au fait qu'ils ont les meilleurs produits d'endurance sur le marché. Le fait que quand on consomme du NAC, quand on achète du NAC, on sait qu'on encourage une entreprise qui a les valeurs à bonne place, puis que notre empreinte carbone est diminuée versus d'autres produits qui existent sur le marché. Si tu veux essayer ça, va sur le nacbois.com, utilise le code promo pas sorti du bois pour avoir 15% de rabais sur ta première commande. C'est le PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde, j'espère que vous êtes en train de profiter de notre bel hiver, de courir, de jouer dehors. C'est à ça que ça sert l'hiver. Ciao! On n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 136e épisode de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, on poursuit une tradition que j'ai commencée au premier hiver de Pas sorti du bois. J'avais reçu un couple qui était Joanie Desroches, Julien Lachance, tout près de la Saint-Valentin. C'était un hasard à l'époque, puis finalement, les gens m'avaient écrit « Hey, c'est cool, un épisode avec un couple pour la Saint-Valentin. » Fait que l'année suivante, c'était pas un hasard, j'avais reçu Olivier Gagnon, Josiane Mailloux. Puis là, je me suis dit, troisième année, troisième Saint-Valentin de Pas sorti du bois, jamais 203. Aujourd'hui, j'étais avec Cédric Chavannes, Julie Berthiaume. Bienvenue à Pas sorti du bois. Merci. Merci. Comment ça va aujourd'hui? Très bien. Et toi? Ça va très bien. On se parle de où? Vous êtes à quel endroit géographiquement? On est à Rimouski. À Rimouski. Oui. Bon, c'est cool ça. On est à distance. Il n'y a pas de décalage, fait qu'on est correct. Tout près. Ouais, non, il n'y a pas de décalage. C'est loin en auto, mais ça se fait de Montréal, mais ça se fait quand même bien. Ben oui, c'est ça. Je suis super content qu'on se parle parce que je vous le disais avant qu'on enregistre, par hasard, c'était vraiment pas prévu. Les trois premiers couples qui ont eu cette tradition-là de la Saint-Valentin de pas sortir du bois sont les trois couples qui étaient nominés dans la Racine d'Or, dans la catégorie le Dream Team, le duo de l'année. Il y avait des couples dans la vie, il y avait des couples d'amis. Vous étiez nominés cette soirée-là. D'abord, félicitations. Je pense que ça prouve que vous avez inspiré les gens autour, que les gens vous ont suivi dans vos aventures, puis que vous aviez un petit quelque chose qui créait de l'intérêt chez les gens, puis ils ont décidé de vous nominer. Fait que d'abord, félicitations pour ça. Merci. Merci à ceux qui nous ont nominés. Oui, on était bien contents de pouvoir s'y retrouver, là. Une belle soirée quand même. Ouais. Vraiment. On a du fun, c'était à Bromont, il y avait du beau monde. On célébrait toutes les C'était bien nominés. organisé aussi. C'était bien de voir toutes les catégories, comment les présentations étaient faites. Non? On a vraiment apprécié notre soirée. Écoutez, merci. C'est quelque chose qui est devenu une tradition dans le trail aussi, cette racine d'or-là qui aura peut-être lieu chaque hiver comme ça. Le but, c'est de se promener. Peut-être qu'un jour, on sera dans votre coin de pays, dans le bas du fleuve. Vous êtes bienvenus. Le but, c'est que ce soit un gala qui se promène comme ça, de région en région, là où il y a des petits épicentres de trail. Puis dans le Bas-Saint-Laurent, il y a une belle communauté, vous en faites partie, mais il y a vraiment du beau monde, des gens qui sont inspirants dans le sport. Puis vous en faites partie. Moi, ça fait longtemps que je vous vois aller. Cédric, je t'avais croisé quelques fois en Gaspésie parce qu'on était sur pas la même distance, mais on se croisait parce que les 100 kilos, 100 000, tout le monde se voit aller comme ça. Puis je vous suis, vous avez fait des belles choses, des grandes choses. Ensemble, vous avez accompli des trucs vraiment le fun qui ont fait tourner les têtes cette année. J'ai hâte qu'on plonge là-dedans. Mais là, avant qu'on commence, première question, qu'est-ce que vous buvez de votre côté? Alors, on boit du kombucha. Rice Kombucha parce qu'on est dans une période sans alcool. Très fort. Donc, on fait depuis déjà 3 ans le Ouais. février sans alcool. Puis là, l'année passée, on avait trouvé, la première année, on a trouvé ça facile. Fait qu'on s'est dit, ah, tiens donc, on va essayer de faire janvier-février. Donc, jusqu'à la fête de Cédric, on est
sur les boissons sans alcool. Ben, vous faites bien. Cédric, c'est quand ta fête? 28 février, Ah, ben c'est vraiment parfaitement à la fin du mois. c'est Mhm. ça. Moi, de mon côté, ben, j'ai un partenaire de bière, puis je suis pas allé avec le sans-alcool pour ce coup-là. J'ai une Herbosophie, on va le dire comme il faut, une bière du Noctem, une saison aux fines herbes. Ça a un goût qui se distingue. C'est vraiment différent de ce à quoi on est habitué pour une bière, mais elle est vraiment très bonne. Donc, merci à mon partenaire Noctem. Puis cheers à vous. Cheers! Merci Cheers. d'être là. Mhm. Je le disais, vous avez chacun individuellement accompli des choses. Vous en avez fait ensemble. Je pense que ça va être le fun de plonger dans ces histoires-là, dans ces aventures-là. Mais avant, j'ai le goût qu'on apprenne à vous connaître individuellement, d'où vous venez, de comment le sport est entré dans votre vie, comment la course, comment la trail est arrivée sur votre radar. Les femmes d'abord, Julie, commence, explique-nous ça. Ah ben moi, c'est l'amour qui m'a amenée à la trail. Avant de rencontrer Cédric, bon, je suis une sportive, là. Mon père avait un magasin de sport, donc j'avais un peu touché à tout de façon naturelle, mais rien de tu sais, spécifiquement. Là. Je m'étais jamais entraînée pour accomplir un sport en particulier. Puis ben quand j'ai rencontré Cédric, moi je savais pas là, que je tombais dans un univers complètement inconnu. Je pensais que le marathon, c'était la plus longue distance ever. Puis ben j'ai vite réalisé que c'était pas le cas, là, qu'il y avait des gens bien crinqués dans la vie qui avaient envie de plus que 42 kilomètres. Puis ben je voyais aussi tous les bénéfices que Cédric en retirait, là, sa bonne humeur, puis comment ça faisait partie de son quotidien. Puis j'avais pas j'avais une envie de remise en forme après les grossesses, les enfants, puis j'avais pas tant envie d'être spectateur. Fait que je me suis mis à la trail au début de notre relation en commençant par 1 kilomètre de course, 1 kilomètre de marche, 5 minutes, puis tranquillement, pas vite, au fil des semaines, ça a quand même eu une progression assez importante. Peut-être 4-5 mois plus tard, je faisais un demi-marathon. En juin, c'était la COVID, donc on avait l'habitude de s'entraîner ensemble. Puis, il y avait eu une édition spéciale là, pour le Gaspésia, puis j'étais allée un peu sans plan d'entraînement spécifique, là, juste pour le plaisir. Puis j'ai vraiment attrapé la piqûre à ce moment-là où j'ai découvert les sentiers de la Gaspésie, puis la compagnie de Cédric, puis de la communauté avec la gang à GF, puis tout ça, c'était vraiment chouette. Fait que ça m'a donné l'envie de poursuivre, puis là, de m'y mettre vraiment sérieusement là, C'est une progression qui a été très rapide parce que je savais pas quand tu avais commencé la course, mais j'ai vu, moi je fais mes petites recherches, j'ai vu les résultats, j'ai fait OK, tu as fait du très long cette année, des longs projets autant en mode aventure ensemble que dans des courses organisées. Oui. Entre 2020, je comprends que c'était le début de la course 2019-2020, puis aujourd'hui, ça a été rapide. Est-ce que tu as eu pas de la difficulté, mais comment s'est passée cette progression-là rapide dans les longues distances? Ben non, ça s'est passé avec plaisir. C'est sûr que, tu sais, quand j'ai envisagé aller vers des 100 kilomètres en montant, là, j'ai pris les services d'une coach, là, Renée Hamel, qui m'a super bien guidée pour m'assurer de pas me blesser, de bien me préparer autant physiquement que psychologiquement à la Transgrande Canaria, qui était ma première course au-delà de 100. Puis, les courses en amont, je trouvais que, tu sais, oui, j'y allais rapidement, mais tu sais, je sentais que ça faisait du sens, puis je sentais que l'entraînement était présent pour me permettre de pouvoir réaliser les défis que j'envisageais. Puis ben ça s'est bien passé. C'est sûr que l'année dernière, je pense que j'ai été un peu gourmande dans le sens où j'en ai mis beaucoup à mon horaire. J'ai fait un peu l'erreur du débutant de vouloir en faire allègrement parce que c'est tellement le fun. En fin de saison, j'ai réalisé que c'est ça, je ferai pas 2 saisons consécutives avec autant de courses au programme. Je vais me restreindre dans la quantité, mais y aller avec la qualité. Pour cette année, j'envisage un 100 000, mais à Forion. Okay. Donc, plus loin en septembre avec une progression, encore les services de René comme coach qui va m'accompagner, mais y aller vraiment de façon plus raisonnable. On apprend là-dedans. On l'entend, progression rapide, faire attention de ne pas trop s'inscrire à des événements, puis on le fait tous quand même au moins une fois. Ben oui. On apprend là-dedans, puis il faut se casser un peu les dents pour apprendre, puis en même temps, on prend du plaisir des fois de d'autres façons, soit parce que la course va comme on veut, que c'est pas une belle fin de semaine quand même, puis qu'on n'a pas du plaisir dans la communauté, dans l'événement. Ben, en fait, je pense que l'idée là-dedans, c'est de pas en avoir
en tout cas pour moi, là, tu sais, de pas en avoir des trop grosses. Tu sais, je pourrais continuer à faire des événements, mais prendre plaisir à faire des plus petites distances, à finir ma course. Tu sais, j'ai fait l'UTCC, un 26 kilomètres, puis tu sais, j'étais comme toute fringante à la fin, j'étais contente. Tu sais, pas obligée d'aller tout le temps au bout de sa limite pour pouvoir avoir du plaisir, puis se réaliser à travers le trail. Fait que, tu sais, c'est un peu ça, ma saison 2023, je veux une grosse course qui va être une épreuve, puis plein de petites courses qui vont être agréables, puis où je vais pouvoir y aller avec la notion du plaisir avant tout, là. J'aime beaucoup ça, l'approche de on veut quand même repousser ses limites, on sait qu'on veut aller dans le dur, se faire mal, mais pas trop souvent, puis de se Oui, gâter aussi c'est dans ça. des courses. Puis j'aime aussi cette approche-là de la course-entraînement. C'est quelque chose qu'on voit aussi, on entend, puis c'est le fun de participer à des événements trail. Puis on le sait qu'on peut pas toujours faire les très longues distances parce qu'il y a beaucoup d'événements, mais des fois, de mettre dans son calendrier une course qui est une préparation pour la suivante, c'est toujours plus le Mm. fun de faire sa longue sortie, que ce soit un week-end choc Et ou autre, dans le cadre d'un événement, avec un dossard, avec un support de ravito et tout ça, plutôt que de partir that's it. seul, faire un 4 heures dans le bois, à devoir faire des lots pour revenir à la voiture, se ravitailler. Fait qu'il y a ce côté-là, le fun de la course préparatoire. Puis je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui écoutent, qui préparent tranquillement leur saison. Préparez-vous ou tranquillement, mais allez-y vite parce que les courses, ça se remplit vite Oui, c'est ça. maintenant. Mais l'approche de Julie, ça fait écho auprès de moi. Super. Cédric, parle-nous de toi, de ta progression dans la course, de la découverte d'abord de la course du trail et tout ça. Moi, j'y suis allé plus progressivement que Julie, là. J'ai fait un peu ça by the book. Tu sais, pour revenir aux origines, je courais déjà quand j'étais assez jeune, là, je sais pas, là, vers l'âge de 9, 10 ans, 11 ans. Euh, je m'étais mis à... Il y avait des courses qui étaient organisées par l'école, puis j'avais participé à cette course, puis là, j'avais fini dans le mid-pack, là, puis là, je m'étais dit, OK, j'aimerais faire un petit peu mieux. Alors, je m'étais fait un petit programme, là, je m'entraînais, je sais pas, 2, 3 fois par semaine. Puis l'année suivante, j'avais fini 11e, puis il fallait finir les 10 premiers pour aller à la course régionale. Donc là, je m'étais dit, si boire, j'ai loupé le truc, mais je vais pas laisser tomber. Je me suis encore entraîné un an de plus. Puis l'année suivante, j'ai réussi à être dans les 9, de finir 9e. Puis là, je suis parti à la course régionale. Puis bon, ça s'est arrêté là parce que là, j'ai fini de nouveau au milieu, là. Puis j'ai toujours gardé cette envie de courir. Puis mais c'était tout le temps des petites distances. À l'époque, j'essayais de faire le plus vite que je pouvais sur une distance pas trop longue. Et surtout que j'étais limité par un problème de circulation dans les pieds, qui faisait que si je courais au-delà de 25, 30 minutes, j'avais des fourmis qui me lançaient dans le pied, puis j'étais obligé de m'arrêter. OK? Donc, j'avais jamais fait de longue distance. Puis après ça, je suis parti à Hawaï pour faire mes études de doctorat. Puis là, j'ai complètement laissé tomber la course à pied parce que j'adorais aussi les sports nautiques, planche à voile, surf. Je me suis consacré entièrement à ça. Et puis, en revenant d'Hawaï, à un moment donné, j'ai eu une discussion avec quelqu'un, puis il me demandait qu'est-ce que je faisais comme sport, donc je lui ai reparlé de la course, puis que je faisais juste des petites distances, puis il m'a dit pourquoi tu n'essayes pas les longues distances? Donc là, je lui ai parlé de mon problème de circulation dans les pieds, puis il m'a dit oui, mais si tu cours lentement, peut-être que tu n'aurais pas ce problème. Donc là, je lui ai dit ben oui, mais courir lentement, c'est chiant. Et là, il me dit mais oui, mais là, le challenge, ça devient de faire de la distance et pas de la vitesse. Ah, ok, j'ai pensé à ça. Donc là, je suis allé me faire un test. Là, je suis parti courir très lentement. Puis là, j'ai vu que aucun problème, au bout d'une demi-heure, je pouvais continuer. Donc du coup, j'ai décidé de suivre un plan d'entraînement pour faire m'amener au marathon. Puis à l'époque, comme Julie, là, je pensais que c'était la plus longue distance qui existait. Donc là, j'ai fait ça by the book. Je commençais par un plan pour 10 kilomètres, un plan pour un demi-marathon, finalement un plan pour un marathon. Puis j'ai réussi à le compléter. Puis à ce moment-là, j'ai un ami qui savait que je courais, qui m'a offert un livre qui m'a fait découvrir les ultras. C'est le fameux Born to Run. Mhm. Et là, j'ai appris l'existence de courses bien plus longues que les marathons, puis en sentier et toute la patente. Et puis j'ai vraiment tripé. Là, je me suis dit, OK, c'est ça que je veux faire. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à regarder ce qu'il y avait comme course. Je me suis trouvé un 65 kilomètres. À l'époque, j'étais en Angleterre. Donc, j'ai trouvé un 65 kilomètres en France, près de chez mes parents, là. J'en profitais pour rentrer voir la famille. Puis ça a été mon premier ultra. Puis ensuite, je suis passé aux 100 kilomètres, toujours en France.
Puis là, pendant que je m'entraînais pendant l'été, je me suis fait une tendinite au genou. Donc j'ai dû arrêter, attendre que ça passe. J'avais l'impression que c'était passé avant la course. Puis pendant la course, au bout de 75 km, c'est revenu. Puis, mais comme c'était mon premier 100, je voulais pas m'arrêter. J'ai continué jusqu'à la fin en m'appuyant sur mes bâtons comme béquille. Puis j'ai quand même réussi à le compléter. Puis là, je me suis dit, plus jamais ça. Il dit souvent ça. Ouais. Je pense que c'est un terme récurrent de ligne d'arrivée hein, pour bien des gens. C'est Ah, c'était tough, plus jamais. Je vais me concentrer sur les courtes distances. Tu demandes en personne. Donc, l'an prochain, c'est quoi tes courtes distances? Tu leur reparles quelques mois plus tard. Ah, finalement, je retourne dans le long. Là, ça va bien aller. C'est ça. C'est ça. Puis là, ça a pas pris long. Tu sais, je me suis dit, ouais, mais là, je me suis blessé parce que je m'étais déjà blessé avant. Donc, c'est la blessure qui est revenue. Je voulais savoir si j'allais tout le temps me blesser sur un 100 km ou si mon corps serait capable de le toffer en n'étant pas blessé auparavant. Donc là, je me suis pris, c'était à l'automne, je me suis réinscrit à un autre 100, mais l'été d'après. J'ai bien laissé du temps pour guérir, je me suis refait une préparation. Puis le 100 suivant, bah, c'est dans le parc de la Gaspésie d'ailleurs. Il a bien été, aucune blessure. Donc là, je me suis dit, OK, tu peux continuer. Puis là, mon rêve, c'était de faire l'UTMB, le Tour du Mont Blanc. Donc j'ai regardé, il fallait que je fasse 3 courses de 100 km sur 2 ans. Donc, je venais d'en faire une. L'année suivante, je m'en suis planifié 2. Et puis, je me suis inscrit à UTMB. J'ai eu la chance d'être pris tout de suite. Puis, c'est parti. Là, je suis parti dans les 100 000. Et puis, récemment, j'ai encore augmenté sur les backcards. Ah, c'est ça. Puis je voyais aussi que pour les gens qui écoutent, ça fait rêver quand on voit dans ton palmarès l'UTMB, la Diagonale des Fous, la Western States. Tu es allé faire les. J'ai l'impression que c'est le top 3. Je veux dire, il y en a plein de belles, il y en a plein d'autres de hyper compétitives ou qui font rêver, mais ces trois-là, tu sais, c'est la plus mythique, la plus vieille aux États-Unis, c'est la plus mythique au monde, l'UTMB, tu sais, c'est le sommet mondial du trail. Puis la Diag, c'est la Diag, c'est la plus difficile dans ce type de course-là de 100 000, la plus brutale, c'est reculer. Tu es allé faire ces trois-là, c'est complètement fou. Ça doit être des expériences uniques. Hein. Ouais, c'est clair. J'ai vraiment été chanceux pour la Western States parce que c'est difficile avec la loterie là de pouvoir être pris. Puis j'ai vraiment eu la chance du débutant. Là, la première année où je me suis inscrit, j'ai été pris. Et quand j'ai regardé par rapport aux ceux qui s'inscrivaient en premier puis qu'on était pris ou pas, c'était un 1,5% de chance. J'étais là-dedans. Wow. Ah, des fois, il y a des choses comme ça qui arrivent. Puis à chaque année, il y en a qui ont un ticket dans le chapeau qui se font piger, puis il y en a qui en ont 256 puis qui se font pas piger. Puis après ça, il suffit de un bras, un doigt qui tire le bon nom, puis ça finit là. Hein. Ouais. Celle qui me manquerait, pardon, excuse-moi. Celle qui me manquerait là dans ma liste, bucket list de courses mythiques, c'est la hard rock. Mm-hmm. Je m'étais inscrite aussi après la diagonale, là, ça me qualifiait, mais j'avais pas été pigé malheureusement. Puis depuis, j'ai pas refait de course qualificative. Donc cette année, là, je me suis inscrit à Cruel Jewel OK. pour pouvoir réessayer la loterie de la hard rock l'automne prochain. Une autre loterie qui est difficile à avoir, mais écoute, tu as la chance de ton côté. Tu l'as eu pour l'UTMB, tu l'as eu pour la Western State, peut-être que tu l'auras pour la Hard Rock, mais c'est sûr que la liste de courses qualificatives est beaucoup plus petite que celle pour la Western State, mais ça demeure une course assez mythique. Tu disais Angleterre, Hawaï, doctorat. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce qui t'a amené à te promener comme ça? Je fais de la recherche en océanographie physique. Souvent, les gens ils pensent que je travaille avec les poissons, là, mais moi, je m'occupe pas de la biologie, je m'occupe de la dynamique de l'océan. Et donc, c'est pour ça, Hawaï, c'était un centre connu en plein milieu de l'océan Pacifique, là, donc je suis allé faire mon doctorat là-bas. Puis après, j'ai fait un post-doctorat en Angleterre. OK. Et finalement, j'ai trouvé mon poste ici à Rimouski, à l'Institut des sciences de la mer. Et est-ce que le fait d'être océanographe, professeur, chercheur, est-ce que ça a un avantage pour remporter le Gaspésia 100? Parce qu'on le sait que c'est une des rares courses où on s'en va courir dans la mer. Tu l'as gagné. Est-ce qu'il y a un lien ici qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut comprendre un truc pour réussir à percer cette course-là que Jeff fait qui est tellement difficile? Je pense pas que ça ait un lien. Ben, ouais. Moi, je dirais que, tu sais, il y a un lien dans peut-être la ténacité, l'acharnement, la capacité l'endurance mentale, parce que arriver à faire un doctorat dans la vie, moi, j'en ai pas, puis, tu sais, je vois ça comme une méga montagne. Fait que probablement que ce que tu as traversé dans la réalisation des études de doctorat te permet, tu sais, c'est comme des compétences transversales, en fait, que dans le trail, tu sais, c'est pas nécessairement les notions, mais c'est la
la ténacité, la rigueur, la capacité de voir le truc dans son ensemble. Puis moi, je pense que ça a probablement un avantage. Après, tu sais, je dis pas qu'il faut avoir un doctorat pour courir des 100 000, là, c'est pas du tout ça, mais dans l'idée de voir si ça peut t'avantager, je pense que... Ben, je peux rajouter, tu sais, je blaguais bien sûr pour l'océanographie et percée, mais on a vu le documentaire d'Alexis Berg sur la Barclay, puis on voyait qu'il y avait un profil qui se traçait, il tentait d'essayer de voir qu'est-ce qui fait que ces 14 coureurs-là qui ont réussi à terminer cette course-là quasi impossible à finir. C'était pas parfait, les 14 n'étaient pas identiques, mais il y avait ce profil-là, un peu plus hautes études, des gens, des chercheurs, des gens, je sais pas, tu sais, tes chercheurs, je suppose qu'il y a un côté plus cartésien dans l'approche, dans la démarche. Puis on voyait que ça servait, on voit beaucoup des gens dans notre communauté, des Mathieu Blanchard, des Jeff Cochon qui performent très bien. C'est des ingénieurs de métier. Il y a quelque chose là, il n'y a pas de preuves scientifiques, c'est pas, il n'y a pas d'études faites sur le sujet, mais on le voit que peut-être que ce côté cartésien, ce côté-là organisé, peut permettre de contrôler quelque chose dans le fait de faire un ultra puis d'arriver au bout de ces efforts-là. Là. Ben, puis sûrement. Je dirais même au niveau psychologique, tu sais, probablement que les zones du cerveau des personnes plus cartésiennes sont plus axé sur la réflexion que sur les émotions. Puis je pense qu'il y a un certain moment dans les ultras que si les émotions prennent trop de place, ça devient plus difficile à gérer quand il y a la fatigue, quand, tu sais, donc cette capacité-là à ramener dans la raison, peut-être que c'est une des forces que les gens peuvent avoir, là. Ouais. Est-ce que tu es quelqu'un, Cédric, qui est organisé? Tu sais, on entend deux types de coureurs. Tu as ceux qui partent faire leurs 100 000, leurs 100 km, un peu à la bonne franquette, puis je mangerai qu'est-ce qu'il y a dans les ravitaux, puis les drop bags, j'en aurai peut-être un s'il se rend. Ou il y a l'autre extrême un peu plus organisé. Tu te ranges de quel côté? Je pense entre les deux. Okay. Moi, je dirais l'organiser. Il y a sa liste de choses à mettre dans son sac, puis... Ouais, mais par exemple, là où je suis pas organisé, ou en tout cas je l'étais pas avant récemment, c'était sur l'alimentation. Okay. Moi, j'ai aucun problème à manger tout le long d'une course, même si elle est longue. Je suis jamais écœuré. Puis, mais j'avais pas cherché à forcément maximiser mon apport ou quoi. Tu sais, je mangeais à ma faim, donc c'était un peu. J'arrive au ravitaillement, puis je prends ce qui me plaît, ce qui est à droite à gauche. J'ai quelques réserves sur moi, mais c'est juste récemment où là j'ai essayé d'être plus à essayer d'optimiser la quantité de glucides que je prenais dans les courses. Mais au final, les deux courses où j'ai fait ça, c'est deux courses que j'ai abandonnées. Ah. Donc ça m'a pas aidé. Puis on t'a vu dans les dernières années aussi, au-delà du trail, tu le disais tantôt, les backyards, d'aller repousser ces distances-là. Tu as beaucoup touché aux 100 000, tu en as fait plusieurs, tu en as terminé et gagné quelques-uns sur le lot en plus. On t'a vu aller sur les backers, on t'a vu tenir tête avec Eric, puis vous avez bien bataillé la première édition à Kakuna, la deuxième aussi. Ça fait 2 ans consécutifs que ça se finit entre Eric et toi. On t'a vu faire aussi la Chartreuse en France, une course qui est une petite sœur de la Barclay, s'il peut y en avoir une. Je ne sais pas si c'est une sœur, un frère, mais c'est quelque chose, une bête aussi complexe. Tu as ce désir d'aller dans des zones différentes du 100 000 ou du 100 kilos régulier? Ouais. Ben, je pense que comme la plupart des coureurs d'ultra, j'ai ce désir d'aller voir où sont mes limites. Puis, c'est pour ça que j'ai fait la Diagonale des Fous. Pour moi, c'est la course la plus dure qui existait là, que je connaissais. Puis quand j'ai réussi à la finir quand même, je me suis dit, bon, ben ok, mais il y a quoi maintenant? Alors, j'ai toujours eu en tête la Barclay, là, mais je pensais pas que j'avais le niveau de me lancer là-dedans. Puis petit à petit, quand j'ai vu mes performances s'améliorer, puis quand j'ai lu aussi le livre sur les finisseurs, puis que j'ai vu que j'avais beaucoup de traits de caractère en commun avec les finisseurs, je me suis dit, ben pourquoi pas? Peut-être que tu as ta chance aussi à ça. Donc là, c'est devenu du coup un objectif que je poursuis, mais c'est tellement dur d'être pris là-dedans que ça n'a pas encore marché, là. On ne sait pas qu'est-ce qui est le plus dur, rentrer à la Hard Rock, rentrer à la Western ou rentrer à la Barclay. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a 2 sur 3 qui ont un site web clair qui énonce le procédé. Ouais. L'autre, c'est plus complexe, mais je pense que toi, tu vas au Tennessee faire la Barclay Fall Classic, c'est ça? Ouais, parce que ça serait une porte d'entrée assurée. Le gagnant de cette course est pris d'emblée à la vraie Barclay. Parle-nous de la Barclay Fall Classic. Le principe est le même que la course? Je connais peu. Ok, non, c'est différent. Ok. En fait, c'est pas le même parcours. Il est un peu plus long.
C'est C'est dans le même parc, par c'est contre. dans le même parc, ouais, c'est dans Frozen Head State Park. Mais on reste uniquement, non. On reste la plupart du temps sur les sentiers du parc, sauf pour des passages mythiques de la Barclay qui se font sous des lignes électriques, dont le fameux Rajo avec des chandrons, c'est pas possible. Puis d'autres noms évocateurs comme Testicle Spectacle ou MetLab. Donc on voit quand même une partie des passages mythiques de la Barclay, mais il n'y a pas tout le reste où tu es à travers bois, où tu dois t'orienter à la boussole et tout ça, là. C'est ça, je Donc, pense que la Barclay, quand tu te trouves dans des sentiers qui ont l'air balisés, qui ont l'air organisés, tu sais que tu n'es pas au bon endroit parce que la Barclay se passe dans je veux dire, c'est ça, dans les fougères et dans tout le reste. Donc, je comprends qu'on oui, se prenne un peu plus. C'est quoi le profil de la course de la Barclay Fall Classic? le profil, Ouais, le profil, la distance et tout. la distance, c'est à peu près, officiellement, c'est un 50 km, mais Ok. c'est plus proche de 60. Et puis le dénivelé, je l'avais regardé et calculé sur des cartes topo, là, c'était proche de 4000, il me semble. OK, quand même un bon défi Donc, à la Lazarus Lake. Donc, Ouais. ouais. distance flexible, dénivelé approximatif. Avec la carte qu'ils reçoivent, du format tissu la veille de la Ouais. course, où on sait pas c'est quoi le profil, ni tu t'apprends la veille de la course la trajectoire, les sentiers empruntés, puis c'est pas très clair là. Il faut quand même, il y a plusieurs personnes qui se perdent là. Est-ce que tu es Ouais. allé, Julie, aussi au Tennessee? Oui, ben j'ai Donc, accompagné Cédric les 2 fois. donc tu as vu l'ambiance. Je pense qu'ils veulent Oui, recréer évidemment, un j'ai peu un petit rencontré côté Laz. Barclay. Ouais, tout à fait. Non, c'est le fun de pouvoir suivre Cédric dans ces aventures-là. Puis ben cette année, à chaque fois j'essayais aussi de m'inscrire quand à être là. Puis là cette année j'ai aussi eu la chance ou la malchance, on le sait pas, mais d'être tirée pour pouvoir y participer. Fait que l'an Donc prochain, les deux, vous y allez. Ben, l'an on va prochain, être cette année. ensemble sur la ligne de départ. Ouais. Mm. Après, chacun sa course, là, parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs, disons. Hein. Mais ça va être agréable de pouvoir partir ensemble. Ah, c'est le fun, Mm. ça. On est vite tombé dans la course, mais est-ce que vous voulez nous partager comment vous vous êtes rencontrés, comment vous êtes devenus un couple dans la vie? Ben, en fait, nous, on est une famille reconstituée. Donc, moi, j'ai 3 enfants. Cédric a 3 enfants. Donc, ben, quand on a des enfants, une des façons de faciliter les rencontres, c'est les réseaux sociaux. Ouais. Fait qu'on s'est rencontrés via une application qui nous a fait un beau match. Puis, ben, ça a vite été le coup de foudre, je pense. On s'est rencontrés 2 fois, puis après, on s'est pas lâchés. Ah, c'est le fun. 3 Mais, enfants chacun, donc ouais, est-ce que les 6 sont en même temps à un tout moment à donné? fait. OK, donc Ouais, vous ouais, on avez les a une semaine sur 2, toute la OK, gang ensemble, là. Mhm. conciliation, course, famille. Je suppose qu'en ayant la garde partagée, vous avez une semaine un peu plus occupée que les enfants, une autre semaine où vous avez plus de temps pour l'entraînement. Comment ça se passe, cette logistique-là, de passer d'une vie à 2 à une vie à 8 à chaque semaine comme ça? Ben, ça se passe bien. Tu sais, en fait, je pense que ça faisait déjà partie du mode de vie de Cédric de courir chaque jour. Donc, tu sais, moi, quand je suis arrivée à vivre avec mes enfants puis avec lui, ben, tu sais, c'était une priorité. Fait qu'il faut regarder, tu sais, on se lève le matin, bon, à quelle heure tu vas courir, c'est quoi la routine de la journée, puis on s'organise autour pour arranger les autres affaires, mais c'est pas quelque chose qui est fait à la dernière minute. Là. Tu sais, on sait un peu où ce qu'on s'en va déjà à l'avance. Les enfants sont au courant. On essaie de rendre les choses le plus claires possible puis de s'alterner. Donc, moi, c'est sûr que les miens sont un peu plus petits. En été, des fois, avant, on les amenait en poussette ou en vélo. Ils nous suivaient. Là, ils sont un peu moins participatifs. Dans ce temps-là, Cédric qui va en premier, moi, je vais après. Ou, tu sais, on regarde comment on arrange les choses. Mais ça se goupille toujours assez facilement. Je pense que parce qu'on aime ça, parce que ça fait partie de nos priorités, puis parce que les enfants savent que ça nous fait du bien, ben on le tient à l'horaire. Je pense On que se quand rend- c'est un non négociable, après, ça devient notre mode de vie, tu sais. C'est ça l'importance, je pense, c'est qu'il faut le mettre en priorité. Ouais. Mm. Si c'est pas une priorité, ça va toujours passer après à autre chose. Quand on le met en priorité, c'est les autres trucs qu'on tasse autour puis qu'on arrange. Ouais, ben le gazon est moins souvent fait. La maison, on a encore du tape qu'on voudrait peinturer des murs, mais qu'on n'est pas allé au bout de notre projet. Mais c'est pas grave parce qu'on a beaucoup de plaisir. Puis ben c'est ça, on en profite à fond de nos fins de semaine puis de nos moments.
Ben oui, c'est une gestion de priorité. Moi, Tout à fait. le gag avec ma blonde, c'est que ça fait plus d'un an et demi qu'on est dans notre maison ici qu'on a acheté, puis on est super occupé, on court à droite à gauche, on a une vie active, puis la salle de bain d'en haut, qui était un projet prioritaire en arrivant, faut la refaire. Je veux dire, il n'y a même pas encore de miroir. Un an plus tard, on regarde, on est comme, ben, c'est ça. On a eu des beaux week-ends, on a eu Ben, des c'est belles ça, activités, exactement. on a vu du pays, on s'est promené, on a voyagé. C'est encore un miroir temporaire, puis il y a encore un peu de tape sur les murs, mais faut voir nos priorités. Tout à fait, tout à fait. Mhm. On Euh, blague, mais tu sais, pour vrai, on changerait pas notre façon de faire, là. Ouais. je t'ai pas posé la question, Julie, on est embarqué Oui. sur l'histoire de Cédric, mais toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis psychosociologue, OK. puis entrepreneur. En fait, je suis en démarrage d'entreprise. Je suis en train de lancer un service psychosocial pour accompagner les grands-parents autour de la naissance des bébés. Ah, c'est intéressant. Mm. Quelque chose qu'on entend peu parler. Oui, en effet. As-tu vu une opportunité ou en tout cas un manque dans la société par rapport à ça? Oui. Ben, tu sais, j'ai accompagné beaucoup dans les 6 dernières années. J'ai travaillé auprès des familles. Puis, ben, les grands-parents sont devenus des acteurs prioritaires, vraiment d'importance dans le soutien aux jeunes parents. Puis, ben, je pense qu'il y a un besoin, une nécessité d'arrimer les compréhensions entre les générations, puis de valoriser leur rôle pour justement qu'ils se sentent pleinement faire partie de l'équation, puis vraiment, c'est ça, de créer de la solidarité familiale, parce que dans plein de contextes, ça se passe super bien, mais des fois, il y a des situations où la naissance d'un bébé, ben, ça va ramener des défis de communication, des conflits de valeurs, puis ben, malheureusement, il y a des familles qui s'éloignent, qui se distancent à cause de ces circonstances-là. Donc, moi, mon objectif, c'est de pouvoir travailler à remettre tout ce beau monde-là dans une cohérence, dans du sens, puis dans de la solidarité pour que ça se passe bien. Ah, c'est vraiment intéressant. Puis on dirait que Merci. d'autant plus à l'époque, en ce moment où il n'y a plus de place en garderie, Ah oui, il y a un vraiment. peu un retour d'un modèle qui a déjà eu dans le passé au Québec, un modèle qu'il y a ailleurs dans le monde où souvent les Oui, grands-parents sont impliqués. Puis même, je pense que c'est au Japon où je disais que tout le monde vit sous le même toit. Puis c'est la oui. tradition qu'on vit tous ensemble. Donc les parents retournent travailler, les grands-parents qui sont retraite, fin de carrière, temps partiel, peu importe, s'occupent des enfants. Puis je l'entends de plus en plus autour de moi aussi des Oui, situations où les grands-parents viennent un peu à la rescousse parce que tout à les places fait. en garderie se font rares. Je suppose que c'est Mm. pareil dans votre coin comme Oh, ouais, ici au vraiment. Québec. Je veux dire, j'ai un ami qui avait inscrit son enfant à la place 0-3 ans, puis il y a eu un téléphone le jour où son enfant rentrait en maternelle, tu sais. Ouais, non, non, ça Ouais. en est quasiment ridicule là, pour vrai. Donc, on les interpelle, puis ben, dans les 40 dernières années, les connaissances au niveau des nouveau-nés, des jeunes enfants, du développement du cerveau, tu sais, ça a vraiment pris une expansion incroyable. Donc, d'arriver à arrimer les connaissances scientifiques, mais aussi l'expérience qu'on fait de la parentalité, je pense que c'est important d'être tout le monde dans la même voie quand on s'occupe des petits, là, des tout petits. Ah ouais. Ah, mais c'est super intéressant. J'ai le goût qu'on embarque sur un sujet. Vous en avez parlé. En fait, vous avez écrit sur cette aventure-là. Je pourrais mettre ceux qui regardent l'épisode dans la Laquelle? description. J'irai mettre le texte que vous Oui. avez écrit qui était. Moi, je vous avais croisé à Ricana, puis je vous en avais parlé. Ça m'avait tellement fait rire parce que, de un, l'aventure est drôle, puis on pourra l'expliquer aux Ouais. gens qui ne l'ont pas lu. Mais la façon, artistiquement, comment vous l'avez raconté, c'était hyper intéressant. Quel était ce défi auquel je fais référence? Vas-y. Notre tentative de FKT dans la traversée de Matane. Réserve phonique, qui est une portion qui. J'ai reçu beaucoup d'invités qui ont fait le GRA1. Ouais. Ils sont tous d'avis que c'est la portion la plus difficile, brutale, reculée. Mettez l'adjectif que vous voulez. Mhm. Ben, ils Ouais, ont tout à fait raison. c'est le cas. C'est le cas. Je sais pas trop pourquoi. C'était quoi déjà l'idée de départ? Pourquoi on voulait faire ça? Euh, je pense que c'était pour la petite trotte à Ah Léon. oui, c'est ça. On a un objectif de pouvoir appliquer un jour pour faire la petite trotte à Léon. Puis on se disait que ça pouvait probablement qu'un FKT viendrait rendre notre dossier intéressant avec le kilométrage puis le dénivelé. Je vous arrête. Oui, Petite trotte à Léon, est-ce que vous voulez expliquer à nos auditeurs ce que c'est? Moi, Ah oui. je le sais, j'ai entendu parler, puis c'est une oui. belle histoire, mais j'ai le goût que vous le racontiez. Bah, c'est une des courses qui a lieu pendant l'UTMB. C'est d'ailleurs la première à partir parce que c'est la plus longue. En fait, le parcours fait 2 fois plus de distance que l'UTMB elle-même. Donc c'est un tour élargi du Mont Blanc et puis qui se fait souvent hors sentier, beaucoup plus en altitude. Donc c'est très très technique.
C'est sans ravitaillement. Il y a quelques refuges où on peut avoir des drop bags et de l'assistance, Oui, mais c'est pas mal en c'est pas mal en autonomie. autonomie et donc c'est par équipe de 2 ou 3 personnes. C'est 300 kilomètres avec 25 000 mètres de dénivelé sur 6 jours. Ouais. Pour vous donner une Mais idée, moi j'étais le dimanche quand Marianne, quand Mathieu oui, ont terminé leur UTMB, à travers les finisseurs de ouais. l'UTMB, la fin de peloton de la CCC qui rentre, il y a des gens qui passent en équipe avec des backpacks qui dépassent leur tête, avec Ouais. des casques parce qu'il y a de la Via Ferrata qui se Ouais. fait dans des sections. Là, tu te dis, OK, qu'est-ce qu'ils font là? Ils ont un dossard de l'UTMB. OK, c'est les gens de la PTL. Eux, ils Mhm. arrivent d'une trotte complètement différente. Tout à fait. Ben ça, c'est notre grand objectif, là. Je pense OK. que c'est un rêve que Cédric m'a partagé quand on a commencé à être ensemble, puis qui m'a dit, je pense que on pourrait le faire, cette affaire-là. Puis, tu sais, moi, comme je t'expliquais tantôt, j'avais couru 2 kilomètres, puis j'étais essoufflée, là. Fait que, qu'on puisse se projeter dans un jour, on va faire ça ensemble, ben, tu sais, ça m'a vraiment accroché, puis ça en est devenu un objectif, je dirais, à moyen terme, là, dans le sens où la progression se fait toujours dans une optique de se rendre là. C'est sûr qu'on a encore des croûtes à manger, je pense, au niveau de certaines connaissances de la haute montagne. Tu Mhm. sais, l'année passée, il y a eu un décès sur la PTL, donc on se lancera pas avec 6 enfants comme ça en se disant oui, oui, on va faire le grand tour puis on est capable. On va s'assurer d'avoir toutes les skills nécessaires puis l'entraînement, puis la capacité de pouvoir le réussir là. Donc, on n'a pas de date encore, mais c'est un work in progress vers où on aimerait aller. Mhm. Bon, pardon, je vous ai coupé dans votre élan sur la réserve phonique de Matane, mais je trouvais Ah ça ouais, ouais, important c'est vrai. de le comprendre. Donc, le FKT, cette tentative-là en équipe, c'est un peu le but de garnir votre dossier, de dire on a fait des trucs comme ça par équipe, dans Ouais. des milieux reculés, difficiles. Voilà, donc c'est pour ça qu'on avait choisi la réserve Fouine Matane, assez sauvage, technique. On s'est dit, ben, ce serait un bon entraînement, puis une bonne réalisation là, à mettre dans notre dossier. Et alors moi, j'avais fait la première moitié de ce trajet-là avec Éric Lévesque, puis Christo, Christopher ça va. Savard. Et bon, on avait mis, mais bon, ils allaient vite eux, là, donc on avait, je sais plus combien on avait mis, entre 5 6 heures pour faire la moitié de distance, c'est-à-dire, c'était quoi, Fait 40. à peu près 40 kilomètres, ouais. OK. Dans le fond, c'était partait de Post-John jusqu'à Jusqu'au lac Lac-Matane. Matane, ouais. Ouais. Donc là, l'autre partie, lac Matane, jusqu'à Petit Saut, donc au pied du mont Nicole-Albert, ça, je l'avais pas faite. Mais je m'étais dit, naïvement, bah, ça doit ressembler à la première partie. Donc là, j'avais juste extrapolé. Je m'étais dit, bon, évidemment, on va aller plus lentement, puis en plus on fait une distance plus longue, mais raisonnablement, je pensais qu'on serait capable de le faire en dessous de 24 heures. Puis là, je dis ça à Julie, puis elle regarde, elle calcule ce que ça faisait comme moyenne, puis elle fait, ouais, on est capable d'aller bien plus vite que ça, là, on va le faire en 20 heures. Ouais, moi, je m'étais dit, tu sais, c'était un objectif de FKT, là. Fait que, tu sais, on voulait quand même aller rapidement. Fait que je m'étais dit, je pense que je suis capable, tu sais, de tenir à une certaine vitesse. Puis de 20 heures, là, d'après moi, c'est un objectif réaliste, chérie, là. Fait que on s'était préparé du ravitaillement pour 24 heures. 24 heures, ouais. On va quand même garder ça. On avait gardé, cependant, il nous est arrivé toutes sortes d'aventures et de pépins en cours de route, puis nos, euh, nos- Ben, en fait, c'est la première partie. On est arrivé au lac Matane. Ça faisait 12 heures qu'on courait, je pense. Ou 11. Tu sais, on était ouais, dans les temps. on était à peu près dans les temps. Donc, je me suis dit, bon, ça va, je suis pas trop dans le champ. On était au-dessus de ton estimation de 20 heures, là, mais c'était encore réalisable. Mais là, on avait faim, parce qu'on avait, quand même, on voulait avoir des sacs à dos assez légers. Donc, on avait juste, tu sais, des petits snacks. On n'avait pas de choses consistantes. Mais là, on s'était déposé un drop bag avec du riz, puis des choses on avait préparées. Sauf que ben, le riz, il a tourné à la chaleur pendant toute la journée. Donc Ouh. quand on a voulu le manger, il était immangeable. Ce qui fait qu'en fait, on n'avait pas grand-chose à On manger, n'avait rien à d'autre à part manger. des choses lyophilisées pour le retour, parce qu'on avait aussi prévu de faire le retour ensuite en mode rando plus relax. OK, fait que vous faisiez l'aller-retour.
Ouais, ça, c'est notre plan initial. Ouais. Y aller en FKT pour y aller, puis revenir à la marche, ben tranquillou, là. Mais Donc là, heureusement, on s'est dit, on va quand même emporter, on avait un pâté chinois lyophilisé, on va emporter ça avec nous au cas où, tu sais, si on croise des randonneurs, qu'on peut se cuisiner ça pourrait aider. Et puis, moi, je voulais repartir tout de suite, là, j'avais pas prévu de dormir, mais là, Julie, elle était quand même fatiguée. moi, j'étais complètement découragée, là, quand, tu sais, j'avais vraiment besoin d'une pause, là, à moitié du chemin, et surtout de me ravitailler en nourriture. Tu sais, je sentais que ma baisse d'énergie, là, nécessitait de reprendre des forces. Ça faisait, c'est ça, pratiquement un bon 10-12 heures qu'on courait. Fait que, tu sais, comme, j'avais besoin d'un break, là. Puis là, ben, je pense que mentalement, le découragement est arrivé avec la nuit qui tombait, le froid qui s'installait. On y avait eu un orage pas possible dans l'après-midi. On était trempés. Puis là, la bouffe qui est pas au rendez-vous, là, j'ai eu besoin de m'étendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, je sais plus, 2 heures, 2 heures, ouais, quelque chose comme ça, là. On s'est mis sur le bois, puis dans un petit refuge pas prévu sur le bord du lac où il ventait. On était frigorifiés, on n'a pas vraiment fermé, tu sais, on a assoupi un peu, mais pas dormi. Puis après ça, on est reparti. Mais là, on était en pleine nuit rendu là. Puis moi, j'avais un peu la trouille des ours, des moufettes, de toutes les bébites qu'il pouvait y avoir. Fait que j'ai laissé passer Cédric devant. OK. Puis là, dès que j'allais un peu trop vite, puis que là, on se distançait de quelques mètres, elle me disait, ralentis, chérie. Ouais. Toute une aventure quand même dans un territoire hostile. Finalement, l'aller vous a pris combien de temps? 36 heures. Ouais, Non, au final, ouais. 36 heures à la 34. compléter. Ou 34? Ouais, dans ce coin-là, je me rappelle plus exactement, là, mais c'est loin d'un FKT, là. Fait que c'est pour ça qu'on a appelé ça tentative. Mais la deuxième partie, ben toujours avec pas de nourriture. Tu sais, déjà, le premier 12 heures avait été difficile, mais là, on en rajoute 24 sans avoir rien d'autre à manger. Avec des montées considérables, une crise d'hypothermie au petit matin. Eh Après là là. ça, la chaleur qui est embarquée dans l'après-midi. Oh non, on a vraiment tout vécu, là. À la fin, là, quand on a descendu le mont Nicole-Albert, à quelques kilomètres, 2 kilomètres de la fin de notre objectif, là, du camping du Tissot, là, Julie, elle gémissait à chaque pas. J'ai jamais vu dans un état pareil. Là, Ah, j'ai eu j'étais... peur je me suis dit, mais on va pas réussir à se rendre là. On va passer la nuit dans le bois une deuxième fois. C'était comme ma souffrance, là. J'avais en tête qu'on était presque arrivé. Puis là, ben, tu sais, quand t'as l'impression que c'est après l'arbre, là, que l'arrivée, on y est. Mais non, il restait encore 2,5 kilomètres. Fait que là, c'était comme... J'ai tiré chaque souffle d'un gémissement là, pour montrer mon insatisfaction. Puis là, mon chum, il était vraiment sympathique. T'es comme, courage, chérie, on y arrive! Mais Surtout qu'on sait que la descente de Nicolas Albert, je pense que ça se fait super bien. C'est une petite trotte, hein, ça ben descend. ouais, avec des cordes. Puis là, tu sais, nous, on voulait rentrer à petit saut avant que la tombée de la noirceur, mais finalement, on n'a pas réussi. Il a fallu ressortir les frontales. Fait Et que, elle chancelait, là, moi j'avais peur qu'elle tombe Ouais. dans le ravin. dans la pente là, donc à chaque fois que c'était un petit peu difficile, qu'il y avait un drop plus gros à faire, j'essayais de me mettre en dessous pour la retenir au cas où. C'était toute une aventure. Ouais. Puis, mais tu sais, c'est drôle parce que dès qu'on est arrivé au campement Petit Saut, là, on s'est empiffré, on est tombé dans nos ravitaillements. On a mangé, puis là, ouf, là, on sentait vraiment que les glucides puis notre cerveau avait eu sa récompense. Puis ça n'a pas été long, là. Dès le lendemain, on était fatigués, mais là, on s'est mis à écrire le récit sur place en Ah se ouais, disant, ok. bon, on refera pas la tournée, on va prendre vraiment une journée de repos. Mais là, on s'est mis au soleil, puis c'est là où on a commencé à composer en alternance, dire qu'est-ce que toi, t'as pensé à ce moment-là, puis faire un retour sur notre expérience. Puis on a passé un bon moment à écrire ce récit-là. Ça a été très plaisant à faire. C'était Très très frais drôle. en tête. Ça venait d'arriver, fait que ça le rend le truc Oui, encore c'est plus ça. vrai. Il y a pas l'espèce de romantisme. L'histoire s'est améliorée avec le temps, puis Oui, c'était non, pas non, si non, pire. Là, t'es dedans, tu te rappelles la Brut, là. douleur, là. tout à fait. En tout cas, ça a donné de quoi de vraiment drôle, de vraiment divertissant. Je suppose qu'à travers ça, il y a eu aussi des apprentissages, parce que là, c'était aussi dans une optique de projet plus long terme. Là, vous êtes allé vous casser les dents, comme on dit, dans quelque chose qui était difficile, puis tant mieux, on apprend souvent là-dedans. Avec du recul, qu'est-ce que vous en retirez de cette expérience-là?
Beaucoup de choses. Ouais, bah moi je dirais que c'est peut-être un truc qui a fait qu'on a repoussé l'objectif Mm. de la petite trotte à Léon, parce que j'ai écouté plusieurs podcasts de gens qui ont participé à la PTL, puis des sportifs de haut niveau et tout, puis tout le monde dit que c'est extrêmement difficile, que ils finissent par manquer de sommeil, et même en dormant, ils arrivent à peine à faire le cut-off au bout des 6 jours et quelques. Et là, ok, j'ai dit à Julie, c'est quoi là, ce qu'on a fait dans la réserve phonique, c'est de la petite bière par Mm. rapport à la PTL. Là. On n'est pas prêt pour ça, pantoute. Mm. Il faut qu'on se prépare encore plusieurs années, quelques années, avant d'être prêt. Ouais. Puis ben tu sais, c'est sûr qu'au niveau de l'alimentation, au niveau de la préparation, tu sais, de mieux cerner le terrain dans lequel on s'aventure, je pense que on avait vraiment pris ça à la légère. Nous, on se disait, oh, on traverse la réserve Matane. Tu sais, on n'avait pas tant étudié la topo. Tu sais, on était préparés, mais je pense que, en tout cas, moi, ce que j'apprends, c'est qu'il faudrait que on prépare en amont davantage tu sais, quand on s'aventure comme ça dans un sentier à niveau de difficulté élevé, ben on s'improvise pas comme ça. Mais sans l'avoir fait, c'est dur de savoir a priori ce qui nous attend. Mhm. Parce que là, Ouais, c'est pas mais tant le dénivelé, la distance qui est difficile, c'est la technicité des sentiers. tout à Il y a fait. de la boîte partout, donc tu peux pas courir, t'enfonces jusqu'à mi-mollet dans la boue. Il y a des fougères, t'avances dans les fougères, tu vois pas où tu mets les pieds. Donc là, il y a des roches à laquelle tu roules en dessous, t'as pas envie de te tordre une cheville. Ça avance pas non plus. Ouais. C'est tout le temps comme ça. Mais C'est vraiment difficile. on aurait pu lire des récits, tu sais, justement, là, tu le disais tantôt, Yannick, que tu avais interviewé des gens qui ont fait le GR1 au complet. Tu sais, on aurait pu aller chercher de l'information. En tout cas, j'aurais besoin la prochaine fois d'avoir un peu plus de substance avant de me lancer parce que, justement, tu sais, à la fin, je trouve que c'était un peu démesuré dans la préparation qu'on avait pour y aller, là. Ah, puis des fois, C'est, les aventures comme ça, on a l'impression qu'on est bien préparé, puis on se rend ouais, compte après qu'on l'avait sous-estimé sans le savoir. c'est C'est ça. pas négatif, on n'a pas Ouais. voulu sous-estimer le truc, mais l'ampleur de la tâche, comme tu dis, c'est pas un sentier qui est emprunté toutes les semaines, puis on peut pas, des références, des récits sur le sujet, même si vous aviez cherché, il n'y en a pas des tonnes. Donc, on apprend sur le terrain, on le Ben voit, puis oui, après c'est ça, ça. là, vous avez vu la préparation que vous avez faite, vous avez dit, OK, ça, c'est le minimum, il faut faire plus la prochaine fois, puis on apprend dans tout ça, là. Mais Puis on, le ouais, coup du riz qui a tourné aussi, ouais, ça, c'était malheureux. Si on avait eu notre riz, on ouais, aurait sûrement été mieux. mieux. Donc là, on sait que la prochaine fois, il faudra mettre une glacière. Là. Ouais. Mais, tu sais, au niveau de l'orientation ou au niveau de la sécurité, on est aussi allé chercher des formations l'année passée, justement, pour pouvoir faire des aventures comme ça, puis se sentir un peu mieux outillé là, Ouais. dans toutes sortes de possibilités qui pourraient arriver, là, là, on a eu de la chance, là, tout s'est bien passé, mais je sens que c'est ça, on a encore des croûtes à manger, comme on dit. Je trouve ça le fun parce que je vous écoute puis je vois que c'est un projet à deux de l'accomplir. Puis c'est de quoi qui est nouveau pour vous deux. Tu sais, vous avez des expériences de courses différentes. Tu sais. Mhm. Toi, Julie, ça fait moins longtemps, mais tu as progressé rapidement. Cédric, ben, tu as plus d'expérience, tu as plus de courses à ton actif, mais c'est de quoi qui est complètement différent pour vous deux. Tu sais, Cédric, tu as fait beaucoup de longues distances, des longues courses où on part avec notre veste puis on peut s'appuyer sur des ravitaux. Ouais. Ça demeure pas moins que c'est des accomplissements hyper difficiles que tu as réussi. Mais là, c'est quelque chose qui est complètement différent, j'ai l'impression, et pour Julie et pour Cédric. Puis ça fait un beau projet pour vous deux, là. Mhm, Mais puis tout à c'est fait. aussi de trouver le rythme entre nous. Tu sais, on n'est pas des coureurs qui ont le même pace dans une course régulière. Fait que là, il faut trouver la justesse Puis tu sais, ça, je pense qu'on réussit bien à trouver le bon mix. Tu sais, Cédric, des fois, il me tire, OK, là, on se donne un petit peu, allez, on trotte, là. Puis sinon, ben, des fois, c'est moi qui ai besoin qu'on ralentisse. Puis là, ben, tu sais, il est à l'écoute, puis il me dit, passe devant, chérie, ça, on va suivre ton rythme pendant un petit bout. Puis on réussit à bien communiquer. J'ai l'impression que ça renforce notre couple au quotidien. Puis ben, ça nous fait vivre des expériences extraordinaires qui marquent nos souvenirs, là, c'est Mhm. sûr. Là, après avoir traversé cette réserve-là dans des conditions extrêmes, sous-alimentées, les petits problèmes de la vie, rendu là, c'est de la petite bière, là. J'ai le goût de vous demander, Cédric, c'est quoi la plus grande qualité de coureuse d'ultramarathonienne de Julie? Hmm. Julie, prépare-toi, je vais te retourner la Oui, c'est question. ça, merci. Ben, je pense que c'est son mental à la Transgran Canaria
qui était sa première longue course de 129 km. Avant ça, tu avais fait quoi, 65 le plus long? Donc c'était le double. Euh, Elle a fini avec des orteils complètement explosés, qui lui faisaient mal en descente. Elle a fini une longue descente dans une rivière avec plein de roches. Puis elle a pas flanché, elle s'est rendue au bout, j'en revenais pas, là. Mm. Julie, quelle est la plus grande qualité d'ultra-athlète de Cédric? Sa détermination. Cédric, quand il veut quelque chose, tu sais, il va aller jusqu'au bout pour l'obtenir. Puis, tu sais, même s'il faut que, comme mettons la BFC, là, tu sais, ça revient, puis son objectif, il garde son focus, il est vraiment très, très déterminé. Puis c'est le fun parce que je pense qu'on s'apprend l'un l'autre à travers justement nos qualités qui sont complémentaires. J'aime que les deux, vous ayez répondu quelque chose qui est mental, qui n'est pas de l'ordre du physique, parce que l'entraînement, nécessairement, il est là, la préparation, mais rendu le jour J, c'est souvent entre les deux oreilles que ça se passe. Puis c'est là que ça peut faire la différence entre une bonne et une moins bonne journée. C'est comment on voit les défis, comment on voit les coups durs, comment on se relève de ça. Puis j'ai cru qu'on parle de la Trace Grande Canaria, parce que vous êtes allé l'année passée sur l'île de Grande Canarie, qui est une course qui est mythique. Tantôt, je ne l'ai pas nommée dans celle que vous aviez faite, mais on traverse l'île de bout à l'autre. Il paraît que c'est complètement fou. C'est beau. Chaque année, on a des images de ça du temps de l'Ultra Trail World Tour. Ouais. Les vidéos de cette course-là sont magnifiques. Vous étiez là l'année passée. Comment cette course-là est arrivée sur votre radar? Comment on choisit d'aller dans les îles Canaries? Bonne question. Comment on a choisi celle-là? Je me rappelle plus. Euh, Là, tu nous poses une Ouais, colle, là. je sais pas comment on est arrivé là. Je Toi, me rappelle Julie, il n'y plus. avait pas de doute que tu y allais pour la très longue distance, le double de ta plus longue jusqu'à maintenant? Ouais. Moi, après avoir fait celle de l'année d'avant, j'avais vraiment envie, tu sais, d'aller dans une progression. Je m'étais dit, bon, ben, tu sais, 2022, je veux au moins m'essayer sur, t'as-tu souvenir? Ça me Ouais, revient. ça te revient? Sur une course de 100 km, puis je vais mettre tout ce qu'il faut pour me préparer pour y arriver, là. Ça m'est revenu comment elle est apparue sur notre radar. Ouais, vas-y donc. C'est que je devais aller à une conférence Oui. océanographique qui avait lieu à Hawaï. Puis là, on s'était dit, ben tiens, on va en profiter pour se faire des vacances, puis pour surfer. Donc, c'était le plan. Puis finalement, à cause La de la COVID. Covid, la conférence, et ils savaient pas si ça allait être sur place ou pas. Puis ils ont décidé finalement de la faire que en virtuel. OK. Donc là, j'avais vraiment pas envie de passer une semaine devant mon ordinateur à écouter les talks. Donc là, je me suis dit, bon, ben, on va garder l'idée des vacances, mais je vais regarder s'il n'y a pas une destination où on pourrait aussi mixer ça avec une course. Puis je connaissais la Transgran Canaria, donc j'ai checké, puis c'était pile les mêmes dates. Donc là, j'ai Parfait. dit, OK, on va quand même surfer, puis en plus, on va se faire une course. Comment s'est passée la Moi, ben, je course, dis ce tout le temps oui. paysage-là? Tu sais, fait que Ouais, toi, t'es embarqué, pas de moi, question. j'embarque tout. Tu sais, moi, je suis Voilà. vraiment celle qui, pas de trouble, ouais, let's go, on y va. Comment vous avez trouvé la différence de terrain d'aller cette course-là? Je pense qu'elle est en mars, donc c'est tôt dans l'année. On ne peut pas vraiment s'acclimater pour ça au Québec. Comment ça s'est passé, la course, la chaleur, le décor, les paysages? Ben, en fait, il faisait pas chaud. Non, c'est Non, ça. OK. On a eu un temps pourri, vraiment une tempête pendant la première nuit avec des vents super forts, ce qui fait qu'on avait même froid quand on arrivait en haut des crêtes, là. Ouais, c'est quand même haut, là, Ouais. l'altitude sur certains sommets. Puis, j'avais l'impression d'avoir fait une bonne préparation sur le bord du fleuve au Québec, là, à me faire vanter avec de la petite pluie qui secoue le visage, là. Ben là, c'était exactement pareil, là. J'avais tous les vêtements possibles sur le corps, puis j'avais encore un peu froid. Ah ouais. Puis, oh ouais, non, ouais. C'était intense. Comment ça s'est passé vos courses respectives? Bon, on l'a dit tantôt, Julie, t'as fini ça, le couteau entre les dents, ça faisait mal, mais tu t'es rendu jusqu'au bout. Ben, À quel en moment fait, ça s'est mis à être vraiment douloureux, cette course-là? ben, je dirais que, tu sais, jusqu'à 85 km, c'était vraiment super, là. C'était une super belle course. Malgré la température, malgré le vent. Moi, tu sais, j'aime ça, là, me confronter à Dame Nature, là. J'ai l'impression d'être encore plus vivante dans ce temps-là, comme si, il y a tout de l'extérieur, puis il y a moi, là. J'aime bien ça, ça me dérange pas quand il pleut. Cependant, quand je suis arrivée
À la fin de la journée, le bout le moins le fun, je dirais, c'est que quand la tombée du jour est arrivée, j'avais oublié de reprendre ma frontale. Oh. C'est l'erreur du débutant. Fait Mhm. que là, j'ai commencé à avoir mal aux pieds. J'avais beaucoup d'ampoules. J'avais essayé de me faire soigner dans le ravito où j'avais mon drop bag, où je devais voir les parents Cédric, mais finalement, ils étaient pas là. Fait que je m'étais comme organisée un peu toute seule. J'avais pas mon matériel. Puis à partir de là, ça a commencé à aller dans une petite descente aux enfers, si je pourrais dire. Ça a été de plus en plus difficile. Euh, Jusqu'à 100, on s'est vu à 100 kilomètres. Ouais, c'est ça. Cédric, il lui avait abandonné la course pour des raisons de santé. Puis quand je suis arrivée la nuit, j'avais eu un bon samaritain là, sur la descente qui m'avait prêté sa deuxième flashlight parce que pendant un bout, j'avais un petit brassard au niveau du bras là, qu'on met pour pas se faire frapper par les voitures que j'avais tapé au bout de mon bâton avec lequel j'essayais de m'éclairer parce que c'était vraiment taunté, là, c'est vraiment une descente en palier, tout en rocher, là, en enrochement. Fait que c'était pas évident de descendre là-dedans. Fait que le bon samaritain m'a sauvé un peu la face, si je pourrais dire, avec son prêt de lumière. Puis quand je suis arrivée en bas, ben là, j'ai rencontré Cédric, mais je pensais qu'il avait terminé sa course. Puis là, c'est là que j'ai compris que finalement, il avait abandonné. Fait que pour moi, il était pas question, tu sais, il était vraiment déçu. C'était la première fois qu'il abandonnait une course. Puis j'avais comme une espèce d'envie de dire bon ben moi je vais la terminer pour nous deux mon chéri là, tu sais, c'est comme il n'est pas question que rendu ici à 100 kilomètres après ce qui vient de m'arriver de pas avoir de lumière mais d'avoir finalement un renversement avec la chance de quelqu'un qui m'aide. Toi t'es là, tu me redonnes du pep, je me retape chacune des orteils du mieux que je peux, je remets mes autres souliers. Puis là, ben, tu sais, la fin de la course, c'est vraiment une longue descente de 42 kilomètres. Fait que quand t'as les orteils pétés, 42 kilomètres en descente, c'est longtemps. Tu sais, il restait 2 montées, mais 2, c'est pas si grandes montées que ça. Je me rappelle qu'il est rendu à peu près 3 heures du matin, 2 heures du matin. En tout cas, les heures, c'est pas important, mais j'allais pas vite, là. J'allais vraiment pas vite. Chaque pas, tu sais, moi, j'ai accouché 3 fois, là, puis je pourrais dire que la douleur était pas mal proche d'un accouchement. Ouais. C'était assez intense. Chaque pas me pognait dans les tripes. Mais là, tu sais, j'étais toute seule au milieu de nulle part, dans le milieu des îles Canaries. Puis Cédric, il me voyait ma progression, puis il voyait que j'étais pas encore arrivée à l'autre ravito. En fait, Vas-y. moi, j'ai dormi un petit peu là, parce que après ma course, j'étais quand même fatigué. Puis là, j'avais mis l'alarme en me disant, c'est avant qu'elle puisse être arrivée au bout, mais je voulais savoir où elle en était. Donc là, je la texte, puis là, elle me répond, elle me dit qu'elle arrive bientôt au dernier ravito. Puis là, je regarde, je calcule le temps qu'elle avait mis à se rendre là, le temps qui lui restait, enfin la distance qui lui restait. Puis là, je fais le calcul et à cette vitesse, elle allait pas au bout. Mais là, tu sais, j'aurais été coupée à 10 kilomètres de la fin de ma course. Et là, je me suis dit, il vaut mieux que je lui dise, il faut qu'elle sache là. Donc là, je lui ai dit, chérie, tu vas pas assez vite, à cette vitesse-là, tu finiras pas dans les temps. Puis là, Et c'est ben là. moi, il était pas question que je me fasse couper. Tu sais, ça m'est arrivé une fois de me faire Ah ouais. couper dans une course, puis tu sais, ça a été vraiment très difficile de prendre ça. Fait que là, je me suis mordu le dedans des joues et je me suis remis à courir à 5 ouais. kilos avec les orteils pétés pour rentrer. Je suis arrivée en avance au dernier ravito, puis ça m'a permis de finir la dernière section dans les temps. Flush sur le quota final, mais je l'ai faite. C'est quoi ton sentiment quand t'as vu l'arche, la fin de cette course-là après C'était très émotif parce Ouais. que tu sais, j'avais eu des hallucinations juste avant d'arriver là. Tu sais, j'étais toute seule, j'avais eu peur. Tu sais, j'avais vraiment passé par la souffrance des pieds. Écoute, pour moi, c'était un accomplissement. Tu sais, de tous les mois de travail derrière, en hiver. J'ai une grande fierté. J'avais vraiment l'impression d'avoir touché à quelque chose d'extraordinaire, de pouvoir vivre des lieux où on s'agrandit de l'intérieur, où on, tu sais, pour moi, c'était un exploit. Pour vrai, jamais, tu sais, ça Ça faisait l'est. 2 ans que je courais, puis tu sais,
c'était comme impensable je savais que je pouvais le réussir, mais là, je l'avais fait, là. Ouais. J'étais rendue, j'entendais, là, le gars qui parlait à l'autre bout. Fait que c'était vraiment chouette de passer le fil d'arrivée, de voir Cédric, sa mère, son père qui était là, qui m'attendait. C'était des grandes retrouvailles. Puis ben là, après, c'est la fatigue, là. C'est sûr que moi, j'avais vraiment tout donné dans les 6-8 dernières heures, là. Je peux dire que je suis allée au-delà de mes capacités, tu sais, physiques et mentales, là. J'ai repoussé les limites. Après, c'était mon objectif, puis tu sais, je voulais le réussir, je voulais le faire. Je pense que c'est merveilleux, en fait. Raconte tes hallucinations, hein, c'était quand même vraiment spécial. En fait, tu sais, j'avais tellement mal aux orteils qu'il y a un lit de rivière, et puis là, toutes les roches sont arrondies, puis je sais pas, tu sais, à chaque fois que je baissais les yeux, je voyais des visages se dessiner sur les roches, un peu comme des faces de Joker, où j'avais l'impression d'être dans un cimetière d'âmes. Chaque roche me regardait avec des yeux terrifiants, là. Puis là, tu sais, je relevais les yeux, puis là, je réalisais que je venais de voir des affaires pas normales. Puis là, je rebaissais les yeux, tu sais, comme un peu, tu sais, ils sont encore là? Qu'est-ce qu'ils sont encore là? Là, je me relevais les yeux, je continuais, puis là, ça me faisait avancer plus vite parce que j'avais peur des roches. Puis là, je me suis mis à pas bien filer, là, j'étais comme, ah, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, comme être conscient que tu hallucines. Ouais. C'est vraiment bizarre. Tu sais, il y a comme, on dirait que tu sais pas trop dans quel département ton cerveau il s'est placé, là. Il y avait carence de sommeil. Est-ce que tu avais réussi à dormir? Je voyais que la course a pris environ 31 heures. Ouais. Tu l'as fait d'une traite sans sommeil? C'est une traite sans sommeil. Ouais, ça peut expliquer le... Ben, la fatigue, tu sais, à la fin, il y avait plus rien qui rentrait au niveau de l'alimentation. Ça faisait plusieurs heures que j'étais pas, tu sais, qu'il y avait plus de glucides, plus rien. Fait Ben que oui. la déshydratation, tout ça mis ensemble, là, la douleur. Un beau Mais, mix. tu sais, je pense que ça fait partie de l'expérience. Tu sais, moi, je suis, tu sais, dans la vie, je regrette rien. Puis, tu sais, j'ai voulu le faire, j'ai voulu aller jusqu'au bout. J'assume ce qui vient avec. Puis, je le referai en septembre prochain, là. Écoute, c'est l'expérience totale. Hein? Faut vivre l'expérience totale. On lit sur ces choses-là, sur les gens qui ont des hallucinations en course. Cédric, et toi, il y en a fait des très longues. Est-ce que tu avais déjà vécu les hallucinations en course? Ouais, pas aussi folle que celle de Julie, là, mais j'en avais déjà eu sur l'UTMB la deuxième nuit. Puis aussi à la Diagonale des Fous, la deuxième nuit aussi à la fin, là. Encore là, des courses qui dépassent la trentaine d'heures. Donc, on est longtemps sans dormir. Carence alimentaire, carence d'hydratation, combiné au sommeil. C'est un beau mix pour arriver à ça. Ouais. Mm. Je voyais que cette année, vous avez terminé votre saison en courant le Bromont Ultra 80 ensemble. Comment cette aventure-là s'est présentée? Est-ce que c'était ça l'objectif initialement de la faire ensemble? Comment ça s'est passé? Non, c'était pas l'objectif initial. On s'était inscrit au 80, puis moi c'était la première fois que je le faisais. Je voulais le faire en essayant de performer là, le plus vite que je pouvais. Donc on avait décidé de le faire chacun à son rythme. Et puis finalement, je me suis retrouvé être qualifié sur l'équipe canadienne pour les championnats de backyard. Et ça tombait la semaine après Bromont. Ouais. Puis là, au début, je voulais pas y aller parce que j'étais encore dans mon mood, je fais plus de backyard. Plus jamais. Puis finalement, je me suis dit, c'est quand même une expérience qui reviendra peut-être pas une autre fois dans ta vie. Et puis il y avait l'aspect d'équipe qui m'intéressait, Ouais. ce format-là, contrairement aux autres backyards. Donc, je me suis dit, bon, va vivre cette expérience. Et donc, du coup, je me suis dit, finalement, le Bromont, je vais le faire avec Julie. Ça va me faire une dernière sortie longue avant la backyard. Et puis, advienne que pourra. Fait que comment s'est passé ce 80 km-là ensemble? Ben, c'était le fun, tu sais, c'était notre dernière course de la saison. On a pris le temps, tu sais, on a pris des photos tout le long. C'était vraiment au pays du bonheur, là. On s'est amusé, on a jasé tout le long, on a profité, il faisait beau, on a eu un beau soleil. C'était vraiment très, très agréable de courir en Estrie, là. Moi, je viens de ce coin-là, donc j'avais vraiment l'impression d'être dans un petit retour aux sources sur des montagnes que j'avais emprunté. Lieutenant Dan, j'avais monté ça quelques reprises plus jeune, donc c'était le fun de refaire ça, de voir la première neige, puis c'est agréable de courir ensemble, puis de
pas se soucier, tu sais, de la performance, juste de le faire pour le plaisir. Quand Cédric embarque dans des courses pour performer, ben là, c'est sûr que moi, je le suis pas, là. On n'est pas, on n'est pas au même rythme du tout. Puis ben moi, ça m'arrive aussi de vouloir, tu sais, donner le meilleur de moi-même. Puis ben, on fait des fois des courses séparément, mais là, on avait envie de se mettre dans la préparation du team, si je pourrais dire, pour ce qui allait arriver aussi au championnat. Fait que ça nous tisse, là, tout ça. J'ai l'impression que Bromont, c'est une belle course positionnée dans l'année pour autant être l'objectif A, puis construire toute l'année pour faire son Oui. objectif là, et aussi pour terminer en beauté, faire une course Pèse du bonheur. C'est une course qui est tellement communautaire. L'aspect urbain de la course, dans le sens où tu es en trail quasiment tout le long, mais tu croises des routes, tu as accès à... Il y a plus de ravitaux qu'une course... au Québec, souvent, il y a des longues distances entre les ravitaux. Là, c'est assez rapproché. Il y a une ambiance spéciale. Il y a le côté caritatif qui donne un sens supplémentaire à la course. C'est comme l'endroit parfait aussi pour... Fuck les objectifs aujourd'hui. On termine la saison en beauté. C'est l'automne, c'est beau, c'est l'Estrie. Fait que c'est le fun de voir que vous avez eu une expérience un peu différente de la traversée de la réserve faunique de Matane. Oui, tout à fait. La backyard, c'est vrai que tu le disais, tu étais dans l'équipe canadienne. On a entendu Éric en parler, Éric Deshaies, qui était là aussi. Il en a parlé sur d'autres podcasts. On a suivi ça à distance parce que toujours le fun de voir nos Québécois, nos Canadiens. C'est une fierté de vous suivre là-dedans, peu importe c'est quoi la compétition, peu importe c'est où. On vous a suivi à travers ça. Toi, comment tu l'as vécu de l'intérieur après avoir fait plusieurs backyards en mode solo, compétitif? Il y a un objectif qui est seulement individuel. Là, l'objectif est, oui, individuel, mais surtout collectif. Comment tu as vécu ça? Bah, j'ai vraiment adoré cette Ouais. expérience. Puis je pense que c'est ça qui fait que finalement je vais continuer à faire des backyards. C'est vraiment cet aspect d'équipe où on n'est pas les uns contre les autres à attendre que les autres se fatiguent et en espérant être le dernier. On veut que tout le monde dure le plus longtemps possible. Ouais. Donc là, au contraire, quand quelqu'un commence à plus bien aller, ben là, il y a des coureurs qui se mettent à courir avec au même rythme pour le soutenir. Une fois qu'il y en a qui ont fini par abandonner quand même, ben là, ils se mettent au service des autres. Pendant les pauses, ils viennent aider les autres à se préparer, à repartir, à les remotiver. Donc, c'est vraiment une autre ambiance. Ouais, tout le monde est resté sur le site jusqu'à la fin. Donc, ça, Ouais. c'est vraiment très différent de ce qu'on avait vécu à Kakuna où, tu sais, petit peu par petit peu, là, il y a démantèlement du site. Puis, tu sais, c'est correct, c'est la formule. Mais là, tu sais, il y avait un esprit d'équipe jusqu'à la fin. Tout le monde, tous les coureurs étaient encore là. Mhm. Ouais. Puis au final, tu as fait combien de boucles? J'ai un blanc. J'ai fait 40 boucles. 40 boucles quand même. Hein. Toi, c'était ton plus long backyard. Ouais. Est-ce que tu sens au bout de 40 que tu as atteint un... Tantôt, tu disais, j'ai une recherche de limite. Est-ce que c'est atteint ou c'est encore... En fait, cette limite-là, je l'avais atteinte à Kakuna cet été. Là, je m'étais dit, là, je veux aller au bout. Ouais. La première année, en fait, j'avais arrêté parce que je commençais à sentir, j'avais mal au genou et je voulais pas me blesser parce que mon objectif de l'année, c'était la Barkley Fall Classic. Mhm. Donc, je voulais pouvoir m'entraîner le reste de l'été. Mais j'étais pas à bout de mon énergie. Mais là, cette fois-ci, l'année dernière, donc je me suis dit, je vais au bout de ma limite, à condition évidemment que je me blesse pas. Ben oui. Qui est arrivé là, j'étais pas blessé, j'ai juste fini par sentir une drop d'énergie qui allait en diminuant. Puis la dernière boucle, je l'ai fini dans les temps, mais vraiment, j'ai tout donné. Je finissais en courant la tête en arrière et j'ai franchi la ligne d'arrivée et puis mes jambes sont dérobées là, Ouais. au bout de 36 boucles. Donc là, j'avais atteint ma limite. Mais finalement, les limites, elles changent dans le temps. Ce qui fait que là, au championnat, j'ai pu pousser plus loin, jusqu'à 40. Puis j'avais promis à Julie de pas retourner dans cette limite-là, parce qu'elle a quand même eu peur là, de me voir m'écrouler à l'arrivée. Donc là, à 40, j'ai senti que si je faisais un tour de plus, je risquais d'être de nouveau dans le même état qu'à Kakuna. Donc j'ai décidé d'arrêter. C'était un chiffre rond. Là, le mental a joué aussi. Là, c'est genre, bah, t'as atteint 40, qu'est-ce que ça va faire se faire 41? Arrête-toi là. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'on l'a entendu plusieurs fois raconter, que ce soit dans les balados américains ou autres, que la backyard, ces chiffrons-là, quand on a un objectif, c'est Éric Deshaies qui disait que je crois que la première fois qu'il était allé au Tennessee, il s'était dit si je peux faire 50. Et une fois qu'il a fait 50, les jambes ont scié. J'ai entendu des gens, j'ai parlé avec un coureur qui me racontait, je visais 24, je voulais faire le 100 000, atteindre 24 boucles. La 25e, les jambes ne peuvent plus avancer. J'ai entendu aussi par rapport aux chiffrons
sais, il y a un objectif, on est à 33, 34, tu dis, OK, 40, c'est un palier intéressant. Là, il faut que tu recommences à compter, puis il reste 10 heures de plus pour le prochain palier. Sens-tu qu'il y a ça qui joue dans la balance? Ouais, je pense que si quelqu'un veut se rendre le plus loin possible, faut pas avoir d'objectif. Mhm. Surtout rien se mettre en tête, à part Continue. c'est one more loop, c'est une boucle de Ouais. plus tant que tu es capable. Et puis une autre chose que j'ai appris là avec ces 3 backyards, c'est que ça peut aller très bien pendant très longtemps, et puis tout d'un coup, ça se met à aller moins bien, et là ça va très vite aux enfers. Ouais. Parce que on n'a pas beaucoup de temps de repos, puis quand ça se met à aller moins bien, bah, le temps de repos il se diminue encore plus, donc c'est encore plus dur la boucle suivante. C'est vraiment très dur d'en revenir là, quand ça commence à mal aller. Ah, c'est un effort qui est physique, oui, mais qui est extrêmement mental aussi, j'ai l'impression, là, à vous suivre de loin, puis de vous voir aller, puis de me dire, oh my God, la back, je suis pas prêt pour ça, moi. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous en 2023? On a parlé de la Barclay Fall Classic, vous la faites ensemble l'automne prochain. Qu'est-ce qu'il y a d'ici là? C'est quoi les plans de match? Tu disais tantôt, Julie Forion? Ben oui, ça ça va être mon objectif ultime de 2023 en septembre prochain pour le 100 miles, mais je vais justement essayer, on va inverser les rôles à la backyard de Montréal. OK. Ça va être mon tour. Depuis le début, je dis que c'est un format de course qui me convient pas, mais je parlais un peu à travers mon chapeau. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, à force de dire que ça me convient pas, ben, je vais vraiment l'essayer, puis je verrai après si ça me convient ou si ça me convient pas. Puis ben, le 10 juin va être un rendez-vous où Cédric sera mon équipe de soutien, puis moi, je serai la coureuse. Les rôles Ouais. s'inversent, c'est le fun. Oui, C'est c'est ça. ça, exactement. Mais moi, j'aime bien faire son équipe de soutien. Là. Je trouve ça vraiment agréable de pouvoir être là dans les backyards. Ouais. On sent qu'on a une importance là, dans la différence que ça fait quand il vient se ravitailler pour repartir. Fait que là, on va inverser les rôles, puis ça va être on va voir ce que ça donne. Toi, Cédric, c'est quoi les plans pour 2023? Me suis mis 2 objectifs principaux. Donc le plus tard, là, c'est la Barclay Faux Classique. J'ai essayé de nouveau de la gagner. Mais avant ça, ben, j'ai été repris à nouveau à la Chartreuse Terminorum. Oh! Donc cette fois-ci, je veux aller plus loin que la première fois où j'avais fait seulement un tour et demi. Donc là, pour me préparer à ça comme il faut, c'est pour ça que je me suis aussi inscrit à Cruel Jewel, qui est un mois avant. Une pierre deux coups, ce sera ma dernière grosse sortie longue là. Ouais, très longue. Sortie longue, Très longue, 160. ouais. Ouais, c'est ça. Puis Claude Jour, c'est pas genre 170 km. En plus, c'est un Ouais, faux 10 000 100 mètres il y de a de D+. l'extra. Ouais, c'est une grosse comme UTMB. Hein. Ah oui. Et, donc, il me permettra aussi de me mettre dans la loterie de la Hard Rock. Puis là, bah, avant ça, je me suis fait un espèce de planning un peu débile. Là. C'est que l'année dernière, je m'étais blessé au tendon d'Achille, donc j'avais pas pu me préparer beaucoup avant la Chartreuse Terminorum. Puis le plus que j'avais fait, c'était un 12 heures de dénivelé, monter-descendre dans une petite montagne locale. Et puis ça avait vraiment pas suffi. Là, à la fin de la première boucle, j'avais déjà les quadriceps explosés. Ouais. Donc là, je me suis dit, il faut que j'en fasse beaucoup plus. Puis il faut aussi que je teste la fatigue et le manque de sommeil plus loin que ce que j'ai jamais fait. Donc je me suis dit, ben 4 semaines avant la Cruel Jewel, je vais essayer de me faire un 48 heures de dénivelé. Wow. Donc on me prépare à ça, 4 semaines avant, ce sera un 24. Puis 4 semaines avant, c'est un 12. Puis 4 semaines avant, c'est un 6. Là, le On est 6, rendu je vais le faire là-dedans, ce week-end. Je suis déjà rendu là-dedans. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Wow. Parle-nous de la Chartreuse. Je la connais. Je disais tantôt, c'est une genre de petite sœur ou frère diabolique de la Barclay. C'est une course inspirée de la Barclay. Parle-nous Tout à du fait. profil, comment ça fonctionne là-bas. Ouais, l'organisateur de la course, comment il s'appelle? Benoît Laval. Benoît Laval, c'est quelqu'un qui a fait la Barclay à plusieurs reprises, puis il a tellement adoré le format qu'il s'est dit, ben, je vais importer ça en France, là, je vais en faire une similaire. Donc là, je sais pas s'il habite dans la région de Chartreuse ou s'il a choisi cette région. Il a choisi une bonne région parce que c'est vraiment abrupt, technique, les sentiers. Et bon, par contre, comme il y a plusieurs endroits des falaises, il a décidé de pas faire comme à la Barclay où il y a des passages hors sentier. Donc ça se passe uniquement sur des sentiers. Mais parfois, c'est des tout petits sentiers qui sont à peine visibles. Là. C'est des sentiers méconnus. Et puis, c'est aussi 5 boucles. Donc, pour faire une difficulté équivalente à la Barclay, vu qu'il n'y a pas du hors sentier, il a allongé les distances. Donc là, la distance de la boucle, c'est 60 km.
avec un dénivelé de 5000 mètres à faire 5 fois. Donc, c'est en fait un 300 kilos avec 25 000 mètres de D+, Wow. et une limite Et les livres. totale Oui, c'est ça, les de livres. 80 heures, ouais, donc Ouais. 16 heures par boucle. Et donc, comme à la Barclay, pour s'assurer que les gens passent au bon endroit, il y a des livres cachés un peu partout où il faut arracher la page de son numéro de dossard. Le départ se donne entre minuit et midi de la première journée. Alors là, il n'a pas une conque pour sonner le départ, c'est un corps de chasse. OK. Avec des paramètres quand même comparables. Est-ce qu'il Ouais. y a eu des finisseurs à travers le temps? Non, pas encore. Il y a Toujours eu aucun. 4 éditions jusqu'à maintenant, je crois. OK. Et celui qui s'est rendu le plus loin, c'est 3 tours complétés, puis les 2 premiers livres de la 4e boucle. Puis toi qui l'as fait, qui as vu au moins une boucle, est-ce que tu crois que c'est finissable? Ça paraît très très difficile, Ouais. mais faut y croire pour continuer à la faire là, parce que C'est ça sinon. la magie de la Barclay aussi, hein. C'est Alexis Berg qui le disait dans son documentaire. C'est faire une course où il y a 0% de finisher, c'est extrêmement facile. N'importe qui peut faire ça, mettre des chiffres qui n'ont pas de sens puis dire impossible à finir. Faire une course qui a 0,5% de taux de finisher, c'est beaucoup plus difficile. Mm. Laz l'a réussi. 14 hommes l'ont terminé, qui sont la preuve que c'est finissable. Là, la chartreuse, ça reste à prouver. On compte sur toi, Cédric. Là, c'est ce que l'organisateur il dit, c'est que il y a des gens qui disent qu'elle est trop difficile, puis qu'il y aura personne qui va terminer, mais lui il dit, attendez, la Barclay, ça a mis 10 ans avant qu'il y en ait un Ouais. premier finisseur. Nous, on en est juste à 4, on est encore dans les normes là. Ouais. Avant de terminer, c'est une tradition que j'ai maintenant quand je reçois des coupes. J'ai pas mes questions éclair NAC habituelles où les gens compétitionnent puis il faut aller rapidement en vitesse. Là, c'est complètement différent. En fait, je vais vous poser 10 questions, puis la réponse, ça va être soit Julie, soit Cédric. Puis là, vous allez devoir répondre, puis on va tester votre complicité parce que Cédric va te demander d'aller prendre une marche, d'être assez loin de l'ordinateur pour que tu pour pas n'entendes entendre. pas les Ah, ouais. questions. Julie et moi, je vais lui poser les questions. On va rentrer ses réponses. Puis après ça, on va te faire revenir. Puis là, tu vas pouvoir y répondre. Julie, tu pourras rester tant que tu ne donnes pas d'indices. Fait que, OK. Cédric, je t'envoie en punition. Ok. Oh boy. On va en haut. C'est bon. Donc, Julie, première Oui. question. Qui court le plus? Cédric. Qui a le plus de paires d'espadrilles? Cédric. Il les garde toutes. Il a encore ses premiers espadrilles de son premier marathon. C'est Il est terrible. nostalgique. Ouais. Qui est le meilleur dans les montées? Cédric. Qui est le meilleur dans les descentes? Écoute, je dirais moi. Qui mange le plus de barnac? Cédric. Qui chante le plus mal? Moi. Qui se laisse le plus traîner? Cédric. Qui est le plus frileux? Moi. Qui écoute le plus de podcasts? Cédric. Qui a les idées de destination voyage? Moi. Parfait, on a 10 questions, 10 réponses. Tu peux rappeler Cédric, toi tu peux rester comme je Parfait, disais. je l'appelle. Ce sera pas long. Julie? Peux venir? Bon, ben, j'ai bien hâte de voir On va voir si les réponses vont être les mêmes. C'est un peu comme c'était le concept de coupe de foudre, ça, non? Ouais, je pense qu'il y avait ça. Fallait comme tester une complicité. C'est une série TV Oui, c'est ça, des années exact. 90. Es-tu prêt, Cédric? Allez. Prêt. Qui court le plus? Moi. Qui a le plus de paires d'espadrilles? Moi. Qui est le meilleur dans les montées? Moi. Qui est le meilleur dans les descentes? Julie. Qui mange le plus de barnac? Moi. Qui chante le plus mal? Euh, Ben, Julie, elle chante pas. En fait, ça l'agace quand moi, je chante. Donc, on va dire moi. Mais si, Qui se laisse- si je chanterais, ce serait moi qui chanterais le plus mal. Si je chante pas. Qui se laisse le plus traîner? Moi. Qui est le plus frileux? Julie. Qui écoute le plus de podcasts? Moi. Qui a les idées de destination voyage? Nous deux. On va vous le donner comme si vous aviez la bonne réponse. Ça fait 9 sur 10. Très, très Wow. fort. La seule réponse où il y a eu une distinction, c'est qui chante le plus mal. Julie s'est assumée pleinement en disant elle-même. Puis là, Cédric, tu dis qu'elle chantait pas. Donc,
C'est quasiment un 10 sur 10. On peut vous le donner comme ça. Félicitations. Pas de doute, la complicité est là. C'est très, très fort. C'est beaucoup plus que la note de passage. Hey. Félicitations à vous deux. Avant qu'on termine, j'ai 2 derniers petits messages, puis je lance ça en rafale. La première chose, c'est que depuis l'automne, j'ai lancé la playlist de Pas sorti du bois. Ça s'appelle le Walkman de Pas sorti du bois. Ça se trouve sur Spotify. Puis c'est les auditeurs et les invités qui me soumettent des chansons. Donc, on est rendu à 13 heures de musique. J'ai le goût de vous demander qu'est-ce qu'on rajoute sur la playlist. Vous avez un choix chacun. Qu'est-ce qu'on ajoute au Walkman de Pas sorti du bois? Hi. Vous avez le temps d'y penser. Là. Je vous lance ça. Je ferai du montage si c'est trop long. Là. À écouter en courant, là. Écoutez en courant, qu'est-ce qui serait bon que les gens pourraient se mettre dans les oreilles, puis ça pourrait soit les craquer, ou j'ai eu des beaux choix à travers le temps. J'ai Mathieu Blanchard qui nous a surpris avec sa réponse la semaine passée. Bon, vous ne l'avez pas encore entendu parce que l'épisode n'est pas encore sorti, mais il y a des bons choix. Ah boy. Là, il y en a une qui me vient en tête, là, que quand j'écoute, elle me donne de l'énergie, là. Ouais. C'est des Cowboys fringants. C'est le titre m'échappe. C'est à boire, à boire, à boire, à boire. C'est quoi? C'est à boire? Ouais, ça doit être ça. Non, c'est pas ça le titre. J'ai la gorge en feu. Ouais. Zut. On Ah. va le tester. Ça s'appelle Marine Marchand. Oui, voilà. Marine Voilà. Marchand. Ben là, Marine Marchand, il y a un thème océanique ici. Ouais. Très fort, très bon choix. Julie, qu'est-ce qu'on ajoute sur la Écoute, playlist? j'écoute ce genre de musique-là juste en course, mais j'adore Corias. Ah, très fort. Ouais, il y a comme je sais pas, il doit avoir un 180 BMP, là. C'est parfait. Puis on dirait que les paroles, il y a quelque chose derrière, je sais pas, là. J'aime bien ça. Hey, j'aime ça. Quand on l'a lancé, il y a des gens qui m'ont dit il n'y a pas beaucoup de francophones. Puis c'est vrai, on dirait que naturellement, les gens vont choisir des chansons américaines, de la pop, de la rock, du hip-hop. Je suis vraiment content parce que là, on rajoute 2 chansons à la playlist, puis c'est 2 chansons québécoises, Corias, Cowboy Fringant. D'excellents choix. Dernière chose avant de nous dire au revoir. Le 19 février prochain, j'enregistre devant le public. Je me gâte pour ma fête, c'est le 18 février. Le lendemain, on se gâte. On est au Noctem encore une fois, comme je l'avais fait un peu plus tôt l'automne dernier. Je vais faire un enregistrement devant le public. Comme d'habitude, je ne vends pas les places. Je les fais gagner. Et là, je me prends un peu à la dernière minute. Fait que là, j'ai 10 places à faire tirer comme ça dans l'épisode. 5 personnes vont gagner chacun 2 places. Mais attention, vous allez comprendre le lien avec vous. Pour gagner, les gens, il faut qu'ils m'écrivent sur la messagerie Pas sorti du bois, Instagram, Facebook, en me donnant des réponses à des questions des fois loufoques. Je les ai fait chanter à l'automne, il fallait qu'ils m'envoient des niaiseries. Lors d'un épisode en 2022, j'ai raconté un rêve que j'avais fait. Je vous l'ai partagé à vous aussi. Un rêve dans lequel Cédric, attention, là, faites-vous pas d'idée les auditeurs, dans mon rêve, Cédric remportait une course mythique. Écrivez-moi par la messagerie privée quelle est cette course que Cédric gagnait dans mon rêve. Et les 5 premières personnes qui m'écrivent remporteront chacun 2 places pour l'enregistrement devant le public. Il faut être disponible le 19 février en après-midi à Québec. C'était vraiment très drôle. Je pense qu'on commençait à se parler les 3 ensemble pour trouver le moment de l'enregistrement. Je pense qu'on venait de commencer à se parler. Fait que Cédric, tu étais dans ma tête. On s'était écrit pour trouver un moment pour enregistrer l'épisode qu'on fait en ce moment. La course, je ne sais pas comment elle est popée dans ma tête, mais bref, j'ai fait ce rêve-là où tu remportais cette course-là. Je t'avais écrit, on se connaît pas. J'étais comme, il va penser que je suis fou, mais ça vous prouve à quel point je suis geek de trail. Des fois même, je rêve à des gens que je connais peu qui remportent des courses que j'ai jamais faites. Bref. Je pense pas qu'il y ait une chance que ton rêve se réalise un jour. Là. On sait jamais. On sait jamais. Merci beaucoup à vous deux. Ça a été vraiment un agréable moment. Vous avez raconté plein de choses hyper intéressantes, des belles leçons à travers votre expérience, vos apprentissages, les courses que vous avez faites, les hauts, les bas. C'était vraiment intéressant. Très généreux de votre part de vous ouvrir comme ça. Merci d'être venu à Pas sorti du bois. Merci à toi pour l'invitation, pour ton temps, puis pour tous les podcasts que tu fais. Là, moi, je les écoute à chaque semaine pendant mes sorties de course. Merci, c'est super gentil. Écoute, c'est un grand plaisir de vous découvrir. Puis je pense que les gens ont pu comprendre dans l'épisode pourquoi il y a pu y avoir autant de gens qui nous ont soumis à la Racine d'or. Hey, Cédric, Julie, ils doivent être nominés pour cette catégorie-là. Je pense que vous avez une approche du sport qui est le fun. Votre histoire aussi est le fun. La famille recomposée, 6 enfants, conciliation, grande course, grande performance avec la vie de famille, la vie professionnelle. Vous êtes le parfait exemple de ce qu'on espère être quand on veut être parent, quand on veut avoir une famille, puis de se dire on peut continuer à faire nos propres projets. Bref, merci beaucoup à vous deux.
Ben merci de nous avoir bien guidés aussi comme ça. On n'a pas l'habitude de se prêter à ce genre de jeu-là. Puis on était ça s'est fait de façon spontanée. C'était le fun, c'était agréable de pouvoir. Très à l'aise, très très bon. Génial. Comme d'habitude, je termine en remerciant David Hébert qui signe le design graphique du podcast. Je remercie Fred Desroches pour le thème musical. Je remercie NAC qui est le partenaire principal. Je remercie Noctem. J'avais une excellente Herbosophie qui était très bonne. Capic 1 aussi qui est un partenaire du podcast, partenaire caféiné. Et à tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.